Grégoire Inzelin, bonsoir. Bonsoir. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir ce soir à l'Université de la Vie pour cette dernière séquence sur notre thème « Quelle liberté au futur ?» Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes neurologue, vous exercez à Nantes et vous faites aussi partie d'un groupe de recherche sur l'intelligence artificielle qui s'appelle Debunk in Progress. Alors, les neurosciences sont vraiment à l'honneur finalement dans les médias depuis quelques années. Mais qu'est-ce que nous savons du cerveau? Est-ce qu'on peut le comparer à une machine? Est-ce que d'ailleurs on peut le comparer à quelque chose? Qu'est-ce qu'on comprend du cerveau? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire comme neurologue? Alors, est-ce qu'on comprend quelque chose du cerveau? Oui et non. On est capable de déterminer peut-être 10 à 20% du fonctionnement réel du cerveau. On a une idée peut-être de 30%. Et puis, on a 50% du cerveau qui a des fonctionnements plus ou moins automatiques et qu'on ne précise pas. On est vraiment au tout début des explorations. Donc, non, je ne pense pas qu'on puisse expliquer le fonctionnement du cerveau de manière très claire. Après, les neurosciences, il faut se méfier parce qu'il y a un piège extrêmement important qui est le piège de la mécanicisation du cerveau. Le cerveau n'est pas un moteur avec des touches qui sont là des produits chimiques, qui sont la dopamine, la noradrénaline, le GABA, etc., et qui seraient éventuellement des leviers d'action. C'est bien plus compliqué que ça. Par exemple, on vient sur des travaux qui utilisent l'intelligence artificielle dans des IRM, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais très puissante, qui s'appelle le 7 Tesla, de déceler que la manière dont est organisé le cerveau est aussi spécifique de chacun d'entre nous que les empreintes digitales. On a une espèce d'empreinte génétique de fonctionnement avec une structure un peu compliquée qui s'appelle le connectome. Et par exemple, aucun parkinsonien n'a la même maladie que l'autre parkinsonien d'à côté parce que ça rentre dans le fonctionnement très fin du cerveau et dans ses connectomes. Donc, non, le cerveau n'est pas une machine. Non, elle n'est pas une machine reproductible. Enfin, il n'est pas une machine reproductible et l'intelligence n'est pas reproductible. Et oui, elle s'adapte en permanence. Donc, expliquer les grands traits d'un cerveau, oui. Expliquer le fonctionnement individuel du cerveau, non. À mon avis, ça n'est pas possible. Vous avez parlé un peu du câblage. En fait, il y a un vieux débat qui se poursuit, qui est un débat sur l'inné et l'acquis. Mais au fond, quand on y réfléchit, finalement, c'est un débat sur ce qui nous influence. Et du coup, est-ce qu'on sait un peu mieux maintenant comment le cerveau mémorise, comment il retient, éventuellement comment il rejette, et puis est-ce qu'on peut, disons, prédire les influences sur un cerveau qui ferait finalement de nous des machines programmables? Alors, le cerveau est pré-câblé à la naissance. On a une expérience qui est assez simple, qui consiste à prendre un petit nourrisson de quelques heures et de l'installer couché en accrochant son regard et de sortir d'un sac des boules bleues et une boule jaune. Quand on sort les boules bleues, le nourrisson regarde, et quand on sort la boule jaune, on décèle de la surprise. Alors, on peut l'enregistrer neurologiquement, mais on décèle de la surprise. Donc, il y a bien un système qui est déjà capable de gérer les probabilités à quelques heures de vie. Ce système, il s'est installé naturellement avant la naissance. Maintenant, ça ne fait pas de l'intelligence quelque chose d'inné. Alors après, le mode de fonctionnement, on a très longtemps raisonné en se disant que le cerveau était un conseil d'administration qui me remontait les informations. Je vais faire un tout petit tour. Quand vous regardez ma chemise, il y a un neurone qui voit du bleu, un neurone qui voit du blanc, un neurone qui voit des boutons. Tout ça remonte d'un cran. Ça analyse en disant c'est probablement une chemise. Tout ça remonte d'un cran, dit bah oui c'est bien une chemise sous sa veste et prend une éventuelle décision. Le problème qu'on avait, c'est que le neurone bleu qui voit le bleu est un neurone qui doit donner son avis avant toute décision importante. Donc même dans les décisions très importantes, le neurone de base avait un droit de veto. C'est un petit peu comme si, pour prendre une comparaison numérique, pour les décisions stratégiques très importantes de chez Google, le balayeur pouvait avoir un droit de veto. Et donc on avait quelque chose qui n'était pas tout à fait fondé. Et puis on a fait des travaux sur le contact qu'on pouvait avoir avec les comateux. Et ces travaux ont démontré que le cerveau ne fonctionnait pas du tout comme ça. Et on prend toujours l'exemple de la Madeleine de Proust. Quand Marcel a 8 ans et qu'il est installé avec sa grand-mère lui donne une madeleine, il y a une odeur particulière, il y a une lumière particulière, il y a probablement un son particulier, sa grand-mère a une apparence particulière. Ce moment très agréable va être gravé dans le cerveau sous la forme d'un nuage de points. Tous les neurones qui ont collaboré à ce moment très agréable et qui ont été influencés par les sens et par les émotions sont définitivement gardés.
Du coup, quand Marcel, à 22 ans, retrouve une madeleine avec la même odeur et la même lumière, sa grand-mère réapparaît. Alors, ce n'est pas une hallucination, c'est simplement parce que toutes les structures ont recommencé. Si je reprends cet exemple-là, la mémoire est une espèce de tamis. Ce qui n'est pas important va être éliminé en quelques heures. Ce qui est moyennement important va être stocké pendant à peu près une semaine, puis si ça n'a pas servi, ça s'en va. Et ce qui est très important va être stocké sous forme de nuages. Et il faut bien savoir que, et c'est une des différences fondamentales entre l'intelligence artificielle et l'intelligence biologique, le cerveau est une machine à oublier et pas à acquérir. Et donc, en fait, une intelligence artificielle est une machine à acquérir et à avoir de plus en plus de données. Le cerveau ne fonctionne pas du tout comme ça. Il oublie, il trie, il élimine en permanence. Donc forcément, on n'est pas du tout en face de la même chose. Et comme nous ne maîtrisons pas les critères de tri, nous ne maîtrisons aucune prédiction. Et du coup, si le cerveau est une machine à oublier, alors on a tous en tête que les ordinateurs, l'intelligence artificielle a réussi à battre des champions d'échecs, après des champions de jeux de Go. Mais est-ce que du coup, le cerveau a un avenir par rapport à l'ordinateur? Alors, je vais faire à nouveau un tour. Vous avez une intelligence artificielle qui a battu les échecs, qui était une d'IBM. Ensuite, AlphaGo a battu, qui est en fait une déviation de l'intelligence artificielle de Google qui s'appelle DeepMind, a battu Lycéol au jeu de Go. Alors, il faut faire attention parce qu'elle l'a battu 9 fois sur 10. La 10e fois, il a une stratégie très innovante et donc il a été capable de battre la machine. Donc, la créativité est capable de contourner la machine. Et puis, DeepMind s'est attaqué à un jeu qui s'appelle StarCraft 2, qui est un jeu par équipe, et elle a battu des équipes de gamers. Sauf qu'elle ne les a pas battus sur des questions stratégiques, elle les a battus sur la gestion du personnel. C'est-à-dire que ce sont des groupes de guerriers qui ont des vies et qui perdent des vies. Et en fait, la machine observait les guerriers de manière bien plus précise que les gamers et retirait en permanence les guerriers qui récupéraient des vies par derrière. Donc en fait, dans ce jeu, DeepMind a été un excellent RH, mais pas un très bon stratège. Et c'est la RH qui a gagné contre la stratégie. Eh bien, c'est exactement le même mode de fonctionnement. C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'une intelligence artificielle est meilleure que l'homme? Non. Est-ce qu'un homme est plus créatif qu'une intelligence artificielle? Oui, parce qu'il est capable de sortir des cadres. Une intelligence artificielle est un excellent esprit de synthèse, un excellent accumulateur de données, mais ça n'est pas quelque chose qui crée, en tout cas qui crée spontanément. Donc l'intelligence artificielle peut être une bonne aide pour l'humain. Pour vous, en tant que médecin, qu'est-ce que vous voyez comme possibilité que vous ouvre l'intelligence artificielle? Alors, ça ouvre des possibilités de soins très importantes. Et en particulier, on est en train de voir l'application de l'intelligence artificielle dans cancérologie ou en radiologie, avec une augmentation de nos capacités d'analyse, une augmentation de nos capacités de soins. Certains traitements par nanoparticules, certaines immunothérapies ont été développées et sont contrôlées par de l'intelligence artificielle. Et on a vu certaines pathologies reculer de manière extrêmement importante. La seule limite que je verrais médicalement à l'intelligence artificielle, c'est que si ça reste un outil à la disposition du médecin et que cet outil permet au médecin d'augmenter le contact qu'il a avec le patient, c'est formidable. Si le développement de l'intelligence artificielle est une restriction de la médecine où on dissocie le soin du contact humain, c'est-à-dire qu'en fait, je mets une machine qui me soigne, une cabine au fond de la campagne qui va prendre mes constantes et qui va me soigner et que j'ai un soignant sur l'écran, on sait très bien que ça va restreindre les choses. Il y a une histoire terrible qui a été racontée comme ça à Seattle. Une patiente était au chevet de son père mourant. Elle a vu arriver alors un robot Pepper, c'est un robot de SoftBank qui avait, enfin d'Aldebaran, qui avait un petit écran. Et le médecin qui était à 80 km de là a annoncé à son père qu'il allait mourir. Sur écran, l'écran s'est coupé, le robot est parti. Donc on voit bien là l'opposition entre un côté très positif qui est le côté d'amélioration du soin, en particulier en cancérologie et en radiologie, mais un côté très négatif qui est que la déshumanisation fait perdre de la puissance de soin et on laisse le malade seul face à une machine, ce qui ne marchera pas. Vous citiez les gamers, là, on est sans doute nombreux à avoir autour de nous des jeunes ou des moins jeunes qui passent du temps dessus. Et maintenant, Facebook a fait un peu la une récemment en disant qu'ils changeaient de nom et qu'ils allaient s'appeler Métavers, en référence à un univers finalement qui est au-delà, méta, au-delà du réel.
Alors, par rapport à cette possibilité qui s'ouvre, même si techniquement tout n'est pas au point, est-ce que ce que propose Facebook, d'autres sociétés, ce métavers, comment est-ce qu'on voilà, est-ce que c'est plus de liberté finalement grâce à ces univers supplémentaires ou parallèles? Je ne le crois pas, parce que la liberté implique le fait d'être pleinement conscient de ce qu'on fait, en tout cas dans le numérique. Le métavers, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est le fait de prendre une apparence. Alors, le médecin que je suis va faire un petit tour. On avait un patient psychotique et épileptique qui, parce qu'il avait peur de l'extérieur, sortait déguisé. Et en fait, il faisait des crises à l'extérieur, ce qui le traumatisait. Son psychiatre a réussi à lui faire abandonner son déguisement et du coup, nous avons pu le traiter. Le fait de sortir non déguisé a réglé le problème de ses crises d'épilepsie à l'extérieur. Donc, prendre une apparence décorporelle, c'est éviter son intelligence. Votre intelligence, elle se nourrit de vos sens, elle se nourrit de ce qui se passe autour. Plus je recule ce contact avec mes sens, plus je me dématérialise. Et en fait, le métavers, c'est une dématérialisation de soi-même. Donc, être dématérialisé, c'est pas être libre. C'est être éloigné de mon corps qui peut éventuellement me faire souffrir, mais c'est pas une liberté. Vous aviez, quand nous avions préparé l'entretien, dit aussi finalement que le cerveau avait des besoins beaucoup moindres qu'un ordinateur. Finalement, il y avait, par rapport à la problématique écologique, également, finalement, avait un vrai avantage compétitif. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, oui, un cerveau, ça consomme quelques litres d'oxygène et quelques grammes de sucre par jour. Je vous dirais 2 grammes et 6 litres, mais je ne suis pas absolument sûr des chiffres. Donc, globalement, c'est ça, alors qu'on voit bien la puissance d'un ordinateur. La deuxième chose, c'est que si je reviens à l'histoire de StarCraft tout à l'heure, en fait, les équipes de gamers étaient 4, les équipes d'ingénieurs qui maniaient l'ordinateur extrêmement consommateur d'électricité étaient 120. Donc on voit bien que la proportion n'est pas la même et qu'une intelligence artificielle, c'est quelque chose qui a besoin de beaucoup de moyens et de beaucoup de servants quand elle est extrêmement performante, alors qu'un cerveau, ça marche même en pleine campagne. Dernière question peut-être au sujet de l'humanisation et de ce que Yves Coppens vous avait un jour dit sur quand est-ce qu'on reconnaît que finalement on est passé dans le monde des humains. Je vous laisse peut-être nous raconter à nouveau cette anecdote. Alors, il l'a raconté à un ami, hein, c'est pas moi qui l'ai eu en direct, mais en fait, Yves Coppens, qui est un grand paléontologue, on lui demandait quand est-ce qu'il pensait que l'humanité était née, sachant que c'est le découvreur de Lucie. Et en fait, il a dit que l'humanité était née en Érythrée, je ne sais plus dans quelle année, parce qu'à un moment dans leur fouille, ils ont trouvé un cimetière avec des restes de corps très handicapés. Et ces corps étaient enterrés avec soin et avaient vieilli avec leur handicap, parce qu'on est capable d'analyser avec l'âge osseux. Et en fait, ça voulait dire qu'il y avait quelque part, en Érythrée, il y a très longtemps, un village d'handicapés dont des valides prenaient soin. Et en fait, c'est le début de l'humanité, puisque finalement, c'est le dépassement de soi-même pour s'occuper de l'autre avec sa faiblesse. Si l'intelligence artificielle est un outil qui permet ça, c'est un outil de liberté. Si l'intelligence artificielle est mise à la place de l'humain pour piloter les choses, c'est une restriction de liberté. Merci beaucoup. Je crois qu'effectivement, nous avons réfléchi pendant ces 4 séquences à la liberté et ça nous donne une belle perspective pour finir, que la forme aboutie de la liberté, c'est peut-être prendre soin de l'autre. Je comprends que c'est votre conviction de médecin, de soignant et je vous remercie beaucoup de nous avoir partagé ça ce soir. Merci.